Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour notre troisième webinaire qui se centre sur les transformations des organisations scolaires et du leadership en largeur et en profondeur. On va commencer tout de suite les questions avec Marc-André Girard, directeur d'établissement scolaire. Marc-André, pour toi, quels sont les enjeux actuels pour le leadership des directions d'école? Bonjour Caroline, j'identifie quatre enjeux, je dirais, actuels pour les directions d'école. Le premier, ce serait le développement de la crédibilité. La direction doit développer sa crédibilité à travers une approche qui est inclusive. Inclusive pour pouvoir permettre justement ce partage du leadership-là, mais inclusive aussi où est-ce que les mesures sont toutes mises en place pour pouvoir favoriser que chacune des parties de l'école, donc chacun des membres de l'équipe école puisse assumer à son tour le leadership. Donc, c'est de mettre en place des environnements qui vont rendre capable le travail. Quand on parle aussi de développer sa crédibilité, c'est évidemment de démontrer sa compétence, de démontrer que la direction est dans une démarche de développement professionnel continu, elle aussi, d'accord? C'est pas juste attendu de la part des directions, mais aussi, pas des directions, mais des enseignants, mais aussi des directions. Donc, on parle de faire preuve d'humilité et essentiellement, bien, c'est de reconnaître aussi les obstacles. La direction doit pouvoir travailler sur les obstacles pour pouvoir les transformer ou à tout le moins les enlever je dirais, du chemin pour pouvoir faire en sorte que les enseignants puissent réaliser le travail qui est attendu d'eux. Les études là, de Falzon au niveau des environnements capacitants démontrent que souvent les gestionnaires ont tendance à se mettre la tête dans le sable et puis ce qu'ils appellent la politique de l'autruche. Donc, les obstacles existent, mais ils ne sont pas transformés ou écartés. Et on tolère que les employés, donc les membres de l'équipe école, doivent tricher pour pouvoir réaliser leur travail, ce qui nuit à la crédibilité du leader. Quand on parle de crédibilité, on parle aussi de confiance. Donc, inspirer la confiance de l'équipe. C'est plus difficile, de l'inspirer que de l'exiger. Parce que quand on inspire la confiance, il faut qu'on mette en place une série d'actions, je vous dirais. C'est pas juste de parler, mais c'est bien d'agir aussi. Et les recherches, notamment celle de Balier, 2017, qui est un chercheur turc, qui dit que la confiance est l'élément clé pour souder l'équipe école. Donc, à ce moment-là, on doit développer un lien de réciprocité de confiance, pas juste des enseignants de l'équipe école envers la direction, mais aussi de la direction envers l'équipe école. Ça aussi, c'est souvent quelque chose qui est négligé. On s'attend à ce que les autres aient confiance en nous, mais des fois, on peut avoir de la difficulté nous-mêmes à faire confiance à notre école. Donc, à travers des actes de délégation et aussi, je vous dirais, de travailler à s'impliquer. Ça, c'est le troisième point que j'identifie, de s'impliquer dans la gestion pédagogique. Souvent, les directions ont peur ou sont, je dirais, craintives à l'idée de s'investir sur le plan de la sphère, sur la sphère de la gestion pédagogique. Et de facto, bien, il faut comprendre que la gestion pédagogique n'est pas l'apanage seulement des enseignants, mais bien celle de la direction aussi. Au même titre que le leadership n'est pas l'apanage uniquement de la direction, mais bien aussi des enseignants. Donc, d'une part, on partage notre leadership, mais aussi les enseignants doivent partager leur expertise pédagogique. Donc, la direction doit, je vous dirais, peut-être mieux gérer tous les autres sphères de la gestion, par exemple la gestion financière, la gestion administrative, immobilière, etc., pour faire le plus possible de place pour pouvoir aller gérer tout l'aspect pédagogique. Et cette gestion-là se fait collaborativement avec, bien sûr, les enseignants. La qualité, je dirais, pédagogique des enseignants est un des premiers facteurs, selon Chevalier, pour une école qui est performante sur le plan pédagogique. Et le dernier point que j'identifie, c'est le déploiement d'un leadership pédagogique qui est affirmé, je dirais, pour reprendre les termes de Claude Lessard. Donc, un leadership pédagogique affirmé, c'est un leadership où la direction va pénétrer la classe, la sphère de classe pour pouvoir aller voir ce qui se passe, discuter pédagogie avec les enseignants, donc d'avoir des discussions
initier de saines remises en question, essentiellement, permettre aussi aux enseignants de voir quels sont leurs besoins, ceux des élèves, permettre la collaboration entre différents acteurs, notamment d'autres enseignants, donc instaurer des espaces collaboratifs et aussi s'assurer qu'à travers son leadership, il y a ce que la professeure Letort appelle un leadership qui fait tache d'huile aussi. Donc, on utilise souvent un leadership de contamination ou d'essaimage. Alors, quand on va voir justement, quand on va travailler directement dans les classes, on est sur le terrain pour parler de pédagogie, mais on est capable de partager notre vision, permettre ce transfert-là pour permettre cette adhésion-là. Donc, on parle d'un leadership qui favorise la collaboration et un leadership qui mobilise et qui permet la participation des enseignants. Donc, ça, c'est les 4 points, les 4 défis que j'identifie. Développer la crédibilité, le lien de confiance, qui sont, en ce qui me concerne, des préludes au partage et leadership. Bien, pas les seuls, mais quelques-uns. Et aussi s'impliquer dans la gestion pédagogique et déployer un leadership pédagogique affirmé. Merci Marc-André. En fait, on va s'arrêter là. C'est super. En fait, pour les personnes qui viennent pour la première fois, qui assistent la première fois à notre webinaire, nos webinaires sont des webinaires interactifs. Alors, c'est le moment, si vous voulez poser des questions sur la première partie, animée par Marc-André, c'est le temps de le faire. Je vais commencer moi-même, Marc-André. En fait, j'ai une question. Vous avez parlé, parlé du lien de confiance pour pouvoir établir un leadership partagé ou bien distribué. Mais dans le rôle de leadership pédagogique, comme on le sait, il y a un lien d'autorité. Comment vous pouvez quand même identifier des éléments qui peuvent établir ce lien de confiance quand on est dans un rôle de supervision vis-à-vis des enseignants? Moi, je dirais dans un premier temps, par la transparence et la communication, il faut identifier quelles sont les attentes, quelles sont nos attentes, et les attentes de la direction vont découler de quelque chose qui est encore plus gros. Par exemple, le projet éducatif, le PEVA, donc tout ce qui va découler de tout ça. Donc, les attentes sont connues pour tous. Ça, c'est la première chose. Donc, on discute sur des choses en toute transparence qui font l'adhésion au sein des membres de la communauté. Les enseignants, ce que moi, je remarque à travers le travail que je fais en direction depuis 17 ans maintenant, 16 ans, pardon. Ce que moi, je remarque, c'est que les enseignants vont s'attendre à ce que la direction exerce je vous dirais, ses responsabilités d'encadrement et de gestion et d'accompagnement aussi. Et à travers tout ça, bien, c'est sûr et certain que pour les enseignants qui peuvent se retrouver dans le collimateur parce qu'ils ne vont pas respecter ce qui est attendu d'eux, ça peut nuire à ce lien de confiance-là, mais en même temps, ne pas agir va nuire au lien de confiance avec les autres enseignants. Donc, à quelque part, il faut travailler, comme je le disais tantôt, de façon transparente avec tous les enseignants et travailler, avant d'établir, je dirais, de travailler sur une base d'autorité. Donc, mais c'est de travailler en collaboration dans un premier temps. Et quand les résultats ne viennent pas, bien à ce moment-là, on peut passer à un autre niveau qui va s'appuyer peut-être essentiellement sur l'autorité. Mais il ne faut jamais oublier non plus que la confiance, quand on travaille avec un enseignant qui est identifié par d'autres enseignants comme étant le maillon faible, pour le dire gentiment, de la chaîne scolaire, si on peut dire, de l'équipe école, et à ce moment-là, ça va solidifier les liens de confiance avec les autres membres du personnel. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Caroline, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les points qui viennent être discutés par Marc-André? Caroline, c'est à toi. Ok, mais je reprends les choses. L'idée, c'est que vous preniez la parole avant que je la prenne, mais on va enchaîner. Il y aura un autre moment J'en aurais peut-être une petite question, Madame Letort. J'ai pas eu le temps de lever ma main, je ne trouvais pas le bouton, mais si vous permettez, j'aurais peut-être une question pour Marc-André. Est-ce que tu penses, Marc-André, avec tes recherches, puis peut-être aussi ton expérience, que dans le fond, dans les enjeux de direction que tu nommes, il y a la crédibilité et la confiance, mais d'aller susciter la confiance, est-ce que ça peut être aussi fait de façon stratégique pour justement réussir à mobiliser l'équipe? Moi, je te dis,
ultimement, probablement, mais je pense pas que c'est le but qu'on doit avoir en tête. Moi, je pense que ce qu'on a en tête, ça va probablement retoucher ce que toi, tu fais comme recherche, Karine, c'est d'y aller de façon authentique. Moi, je trouve que quand on a une approche qui est essentiellement stratégique, bien, c'est parce qu'on veut parvenir à un but. Mais moi, je pense que quand on y va de façon authentique, dans un premier temps, ce qui est visé, c'est une certaine bienveillance, une transparence, une communication, je dirais, bidirectionnelle, faire en sorte que tout le monde est bien. Puis de cette façon-là, quand la direction est identifiée comme étant un des moteurs de bienveillance et puis qui s'assure que chacun des membres est bien, bien à ce moment-là, le résultat stratégique est là, mais à la base, ce qu'on veut, c'est plus grand que ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Karine. Ben oui, d'un point de vue macro, tout à fait, ça répond. Ou le maillon le plus faible, en fait, j'ai en tête, dans le fond, l'idée que j'ai derrière quand je t'écoutais, c'était surtout comme le travail émotionnel qu'on doit faire. Quand, par exemple, comme direction, tu te retrouves devant ton maillon faible, puis peut-être que tu as plus ou moins confiance en la personne, puis là, ben, tu dois quand même vivre de façon authentique. Peut-être, là, Oui. dépendamment du type de travail émotionnel que tu fais, mais je comprends tout à fait le point que tu as. On peut répondre de façon micro aussi. Dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est que la direction, quand elle met en place des environnements qui rendent les personnes capables de faire leur travail, donc je parlais d'environnement capacitant tantôt, bien, c'est des environnements qui sont différenciés. Donc, si on revient à notre maillon faible, l'environnement va être fait en conséquence de ses besoins à cette personne-là, qui ne sont peut-être pas les besoins d'une autre personne. Donc, on essaie d'y aller peut-être avec du travail de petits pas, avec des résultats plus rapides qui vont justement permettre de figer cette confiance-là avec la direction. C'est sûr que si on fixe les mêmes buts pour tous les membres, bien là, à ce moment-là, le maillon faible, là, ça devient quasiment le thème de notre discussion, mais le maillon faible peut se retrouver dans une remise en question, justement, au niveau de la confiance avec sa direction. Mais quand on fait le nécessaire pour comprendre les besoins de chacun des membres de l'équipe école, puis qu'on met en place les conditions gagnantes pour qu'ils puissent réussir, je pense que ça peut aider aussi. Merci, Marc-André. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Vous pouvez toujours utiliser le bouton pour lever la main. Ou lever la main. Ou bien lever la main. Non pour l'instant. Merci beaucoup. Caroline, c'est à toi. J'enchaîne alors. Merci Marc d'avoir si bien introduit le sujet. Moi aussi, j'apprends avec Zoom, je suis plus habituée à Teams, alors je fais avancer le PowerPoint. Et voilà, moi je voulais vous amener ce matin, prendre peut-être un recul par rapport à ce que Marc-André nous a traité là, plus du terrain, mais je pense que ça fait sens et ça donne sens à ce qui suit. Avant tout, je voudrais quand même resituer ma perspective qui est avant tout empirique. Quand on parle de leadership, on est souvent dans des modèles. Ces modèles sont en effet basés sur ce qu'on a observé sur le terrain, mais en général, on le simplifie, on le modélise de manière à ce qu'il soit ne fût-ce que compréhensible, plus clair, plus communicable d'une certaine manière. En même temps, parfois, ces modèles nous enferment dans des manières d'être et de faire. Et l'idée ici, c'est peut-être réouvrir le focus là plus en profondeur, plus en largeur. C'est le propos de ce matin. Dans cette perspective-là, j'ai fait un petit exercice de replacer sur une ligne du temps les grands modèles, on va dire comme ça, qui ont circulé notamment en éducation, modèles de leadership, en repartant en 1900, la première fois, ou une des premières fois que le mot leader apparaît dans la littérature et qui se réfère plutôt à un chef qui a une compréhension peut-être qu'on a actuellement, et de reprendre, de les reclasser autour de grandes familles de théoriques qu'on peut appeler paradigmes. Ça nous montre aussi l'évolution dans la conception justement du leadership et la manière dont on l'entend, qui évolue avec le temps, mais en même temps, certains cadres restent prégnants et façonnent notre manière de penser, concevoir le leadership, mais aussi donc les attentes envers les personnes
qui endossent ce leadership et parfois les coincent à l'intérieur de ces modèles. Alors voilà, donc on a d'abord la première famille, c'est celle qui va chercher dans le leadership des traits, dans une perspective très incarnée, là, dans une personne qui a des traits de personnalité précis, l'image du grand homme, pour ne pas la citer. Et si aujourd'hui on sait que on ne naît pas avec qualité leader, on le devient. Il reste que ces caractéristiques nous influencent et la question des directions souvent en formation, c'est est-ce que je suis un leader? Est-ce que je suis un bon leader? Est-ce que je suis fait pour être un leader? Une deuxième grande famille, celle qui s'est centrée sur l'action, donc plutôt sur les comportements, qui ont observé les comportements de leadership et n'a pas déterminé ni par une personnalité, ni par un environnement, mais souvent relativement à des buts précis. Donc, le leadership transformationnel ou instructionnel, qu'on appelle aussi pédagogique, et qu'aujourd'hui Hallinger nomme pour apprendre, for learning. Le leadership authentique, il y a d'autres modèles qui surviennent aujourd'hui, plus éthiques, servants, attentifs, et qui montrent, vous venez d'en parler, un leadership plus horizontal et qui recherche soit à transformer, innover, à de l'efficacité pédagogique, mais à travailler avec les personnes et comme l'a montré Marc-André, qui demande de mettre en place une relation de confiance, d'asseoir sa crédibilité, de travailler en transparence, de répondre aux besoins collectifs mais aussi individuels des personnes. Ce courant-là a donné plusieurs apports. Le premier, c'est montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de leadership. Aussi, il oriente les actions en fonction des objectifs et guide nos actions. Et on voit qu'il y a une évolution dans le temps de ces modèles de leadership qui, d'une certaine manière, en partie restent et en partie bougent. Un troisième courant, et c'est celui vers lequel je vous amène aujourd'hui, c'est celui qui considère, je veux dire, en plus, le contexte ou l'environnement. Dans un premier temps, on a le leadership situationnel, que je pense est un classique, mais qui est plutôt dans une perspective où la situation détermine la manière de se comporter du leader. Aujourd'hui, on est plus dans une perspective, on va dire, contextuelle, c'est-à-dire on a un environnement, mais la manière dont on interprète cet environnement, c'est-à-dire le contexte, va influencer nos actions. Une situation peut être vue autant comme une opportunité que comme une menace. Et de regarder autour de soi ce qu'il passe et comment on peut se saisir et mobiliser cet ensemble de ressources, d'acteurs, d'événements qui apparaissent dans l'environnement, fait partie d'une certaine manière du leadership. Autre tendance, c'est de voir que ce leadership évolue. Non seulement les modèles évoluent avec le temps, mais aussi la personne qui endosse le leadership, qui apprend le rôle de leadership, évolue dans son développement professionnel au cours de sa vie de leader. On n'aura pas le temps aujourd'hui de développer cette perspective-là, mais ce que je vous propose, c'est de regarder un peu le leadership distribué. Pour résumer, là, les tendances actuelles, on passe d'une certaine manière d'un leadership qui était conçu comme quelque chose d'inné à quelque chose de développemental, plutôt d'un héros. On va chercher l'humilité aujourd'hui, la vulnérabilité du leader en disant s'il peut reconnaître il sera d'autant plus fort qu'il peut reconnaître sa vulnérabilité. D'un rapport vertical à plus horizontal, et je vais passer pour aller plus vite, on considère aujourd'hui davantage l'incertitude et la complexité plutôt que d'avoir des discours fermés, certains, simples. Voilà, on passe à de l'incertitude complexe pour justement répondre à celle de notre environnement et d'une perspective très concentrée sur un individu qui aurait la mainmise sur le leadership. On va regarder le leadership dans une perspective distribuée. Donc, même si on regarde un focus sur le leader, sur le ou la leader qui prend ce rôle, je voudrais dire le leadership, on peut le concevoir aujourd'hui comme quelque chose de multiniveau, multimodal, composite. Mais il y a une idée de trait qui reste, il y a des acquis, il y a des compétences qui s'acquièrent
au cours de l'expérience. Il y a un ensemble de modèles d'actions qui sont posés et qui visent à certains buts et objectifs. Et on considère le leadership en situation. Je vous invite à ouvrir la perspective et c'est de dire, voilà, le leadership, au fait, il est concentré, il est incarné, il reste un processus d'influence incarné de personnes, là j'ai mis un pluriel entre parenthèses, sur d'autres personnes en situation organisée qui visent des buts individuels, collectifs, organisationnels. Mais on peut regarder aussi le leadership avec une focale plus large en se disant, OK, c'est un processus d'influence incarné, donc il ne s'agit pas de le voir comme quelque chose de complètement dilué. Il reste une personne importante qui est celle qui est désignée comme le leadership, comme le leader ou qui prend ce leadership, mais qui est réciproque. Et ça, c'est les faits qui le montrent. Vous prenez une personne qui a un grand leadership dans un contexte, vous le mettez dans une autre organisation, ça ne va peut-être pas marcher de même. Et donc, c'est une relation d'influence réciproque de personnes sur, avec et pour d'autres personnes vers des buts en partie partagés par ces acteurs, toujours individuels, collectifs et organisationnels, en situation organisée. Et c'est un peu là-dessus que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, se dire, mais si on veut créer de la confiance, si on travaille avec l'authenticité, si on cherche la crédibilité, c'est parce qu'on considère qu'il n'y a pas que moi qui suis leader et qui porte ce leadership, mais comment connaître en fait, ces réseaux de personnes et de choses qui contribuent à mon leadership. Voilà pour... Merci Caroline. Je pose le problème. Super. Avant de passer à la deuxième question, moi j'ai une question pour toi Caroline. Est-ce que le fait que le leadership est passé de certitude à incertitude, le fait qu'on traite de plus en plus l'humilité, être vulnérable, on a besoin de la communauté, on a besoin des autres pour exercer un leadership équilibré, ce qui rend le rôle du leader, il a besoin des autres. C'est pour cela qu'il est distribué, pour venir donner un soutien à tout ce qui est vulnérable, à tout ce qui est incertain. On peut considérer deux choses. D'abord, sans doute que le monde était aussi complexe et incertain avant. C'est peut-être une manière de le voir, de le considérer, simplement une perspective de vue. Là, avant, on considérait peut-être les choses étaient aussi complexes, mais on disait, bon, ça va aller simple, on va donner 2-3 règles et ça va fonctionner. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une considération des personnes plus importante, une conception de l'autorité qui bouge, qui a changé et qui ne va plus de soi parce qu'on est désigné direction, directeur, directrice, ben, qu'on a les clés en main. La participation, le fait de répondre à des besoins individuels, collectifs, le fait de promouvoir le développement personnel et professionnel des personnes, le fait la bienveillance sont des valeurs en soi. Et donc, qui amènent à considérer cette complexité, cette incertitude, ce monde vical, volatile, incertain, complexe et ambigu. Est-ce que le monde est plus complexe? Est-ce qu'on le voit plus complexe? C'est une question. Mais c'est sans doute dans ce contexte-là que regarder le leadership comme distribué, il a toujours été distribué. Hein. Donc, c'est une manière de le voir, c'est une perspective, c'est celle de l'observateur. Même chez la personne la plus autoritaire, la manière dont vont réagir les participants ou les suiveurs, comme on dit dans le vocabulaire de cette perspective, ben la manière dont les personnes vont réagir, vont agir sur son leadership, il va avoir plus facile ou moins facile d'imposer sa vue. L'idée aujourd'hui, c'est de dire on partage. Et donc, il n'y a plus vraiment d'idée de suiveur et de leader, sinon plutôt de participants ou de collaborateurs, parce qu'il y a une vue plus horizontale du leadership. Ça rend peut-être le leadership moins facile à exercer, plus en équilibre, recherche d'équilibre, parce qu'il faut s'affirmer comme leader, tout en laissant de la place
aux autres, en tout cas en reconnaissant la place des autres dans mon action, qui est d'orienter les actions vers un objectif défini. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, ça répond. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à Caroline, des questions? Karine, c'est à toi. Oui. Je cherchais encore le bouton. En t'écoutant, Caroline, je peux comme pas m'empêcher de penser à l'intelligence émotionnelle comme étant nécessaire comme compétence ou comme habileté pour les directions pour arriver à faire ça, s'affirmer tout en tenant compte des autres. Oui, tu as raison. En fait, je vois plusieurs dimensions là, qui sont mobilisées. Là. À la fois, elles sont rationnelles, cognitives, avoir une bonne connaissance de son milieu, une bonne connaissance des actions, une belle analyse des situations. Elles sont sociopolitiques, là, stratégiques, avoir une vision d'où sont les points d'influence, les alliances, les rapports de pouvoir. Elles sont émotionnelles. Dans le sens de comprendre un peu les vagues, les dynamiques, comment mobiliser les personnes. C'est les motiver. On est sur la touche, la corde émotionnelle, affective, comment aller toucher les personnes dans leur identité. On est aussi sur les valeurs, la culture, les idéologies. Là, si on fait quelque chose, c'est pourquoi, avec quelles valeurs qui sont sous-jacentes. Là. Donc, je les vois à plusieurs dimensions, là, comme si on avait 5 cordes à sa guitare, même si je ne joue pas du tout de la guitare. Voilà. Est-ce que ça répond, Karine? Autre question? Alors, ce qui nous amène à la deuxième question. Alors, dans cette partie, on va préciser davantage avec Caroline et Marc-André, qu'est-ce que le leadership distribué et comment je peux exercer ce leadership dans mon école? Est-ce que si je délègue, en fait, je suis dans le leadership distribué? Comment prendre conscience aussi de la distribution de son leadership? Alors, je vous laisse la parole. Pour répondre à la première sous-question, là, c'est pas parce que je délègue que je suis dans le distribué. Le leadership distribué, c'est un fait, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. C'est bien là la différence et la difficulté là, des adjectifs qu'on met toujours à côté de leadership. Bon, là, moi, je suis toujours de pincettes et voilà, le leadership est de fait distribué. Je vous disais, chaque dictateur, il est distribué même s'il délègue rien du tout. Les gens, les personnes, les choses, au fait, jouent un jeu dans le leadership qu'on peut considérer plutôt comme un processus d'influence dans une organisation, mais qui est le produit d'interaction. Et ça vient un peu d'une perspective, on va dire, de l'observation. J'ai pris ici le bateau comme image. Des auteurs on regardait comment les personnes, même s'il y a un capitaine là, sur un bateau, comment les personnes agissent. Et au fait, chacun, en faisant sa tâche, est attentif à ce que le voisin fait. Et les actions s'enchaînent. Parfois, il suffit d'un regard ou d'une vision périphérique, là, comme s'ils participaient tous à une espèce de cognition partagée. Et au flux des événements, ils vont s'ajuster, s'adapter et faire en sorte que le bateau passe aille dans le bon sens. Je suis toujours fascinée aussi à regarder notamment des quartets ou de jazz, là, où les personnes jouent et d'un regard, tout en improvisant. Il y a sans doute un leader dans l'équipe ou un compositeur ou quelqu'un qui va mener un peu le groupe, mais en même temps, c'est très... c'est distribué. Je peux utiliser le mot partagé parce qu'il serait partagé s'il est intentionnellement distribué, on va dire ça comme ça. Si intentionnellement la personne regarde un peu la distribution et dit je te délègue ceci, je te donne cela comme pouvoir, là on va parler de partager. Mais l'idée, c'est pas de venir sur le vocabulaire, mais c'est de regarder comment de fait, dans la réalité, là, en regardant, j'avais pris l'iceberg comme autre image, là, dans les actions quotidiennes, qui agit, qui prend part au leadership, qui le réveille, qui le transfère, qui le dévie, qui le relance, qui le freine.
qui prend part à ce leadership. Et on sait bien que dans des directions, elles sont toujours à l'œil, quels sont leurs piliers, quels sont les contestataires là, qui sont aussi, qui peuvent être considérés aussi un peu comme mes gardes-barrières. Là, je ne peux pas aller trop vite, trop loin. Voilà. De quoi est fait mon leadership dans une perspective distribuée? Ce n'est pas une question que je délègue. Ce n'est pas mon intention. Je ne suis pas dans le concentré. Je prends une focale large. Donc, il y a des acteurs dont la direction, on ne va pas dire qu'il est désincarné, qu'il est dilué. La direction a toujours un poids prépondérant, là. Mais quels sont les réseaux internes, externes aussi à l'établissement scolaire, qui agissent dans mon leadership pour que les actions aillent là où elles doivent aller? Mais il y a aussi d'autres éléments, comme, et on les sous-estime beaucoup, les artefacts et les routines. Alors, voilà, leadership distribué, ce sera un leadership plus, un leader, une direction, des acteurs. Et ici, je vais mettre l'accent sur les artefacts et les routines. Et les artefacts sont tous les instruments, les supports techniques, conceptuels, symboliques, les méthodes, les procédures, les règles et conventions, donc formelles, mais parfois aussi informelles, voire symboliques. J'ai une direction qui disait, quand j'ai tel dossier ou telle difficulté, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais. Évidemment, il n'a pas de bâton réel, c'est dans sa tête qu'il y a un bâton, mais cette image-là l'aide à agir. Ça fait partie de son leadership. Voilà, ces instruments circulent entre les acteurs, ils sont utilisés, ils facilitent leur travail, ils structurent les réseaux et d'une certaine manière le matérialisent. Les routines, c'est encore plus subtil à cerner ou aller les chercher. C'est souvent quand on arrive dans un nouveau milieu qu'on se rend compte, ici, ça marche comme ça. Mais ces manières de faire font sens, c'est des modèles répétitifs, je ne sais pas, la manière dont on dit bonjour le matin, par exemple, la manière dont on fait rentrer les élèves dans les classes. Tous des éléments, la manière dont on présente une demande pour que ça marche. Il y a comme des incontournables à connaître, des codes partagés par les personnes, et si on ne fait pas comme il faut, souvent on nous le rappelle très vite, des modèles répétitifs, reconnaissables, des schèmes d'action qui permettent de comprendre et d'agir dans l'organisation. Les procédures, là, ça serait la face la plus explicite des routines, mais les routines, souvent, sont plus dans l'implicite. Et donc, moi, ce que j'invite souvent les personnes à, voilà, pour aller mieux connaître en profondeur et en largeur le leadership, et c'est comme une proposition pour faire face à cette complexité, à cette incertitude qui nous entoure, c'est à la fois connaître les composants de son leadership incarné, là, en profondeur, à partir de ses traits, ses acquis, ses actions dans les situations nées, mais aussi de cartographier ces réseaux en retraçant un peu les réseaux sociotechniques, donc aussi avec les artefacts, les routines qui agissent dans les situations réelles. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle de mieux connaître son leadership en profondeur et en largeur, permettrait aux directions d'exercer un leadership peut-être plus authentique, plus crédible, plus affirmé, pour faire lien avec ce que Marc-André nous a proposé. Voilà, l'idée c'est d'en prendre conscience, même pas seul, peut-être ensemble, de ce leadership qui est de fait distribué et d'aller chercher au fond de l'iceberg ce qui se révèle à nous. Merci Caroline. Avant de continuer, c'est très intéressant le point que tu as soulevé. Il faut tout d'abord construire son leadership, savoir quel type de leadership j'en ai pour aller vers un leadership distribué. Mais est-ce que le fait d'aller chercher son style de leadership, ça peut venir déstabiliser aussi des directions d'école parce que c'est pas tout le monde qui a cette conscience, disons, émotionnelle, sociale et personnelle pour connaître son style de leadership avant de passer à un leadership distribué? Si je me permets, Roula, tu mets le point sur quelque chose que j'ai essayé de ne pas dire. Donc, je ne crois pas qu'il faut connaître d'abord son leadership pour aller chercher le distribuer. Non, je crois que c'est quelque chose qui est de fait, qui est là. Donc, on peut commencer par l'un ou pour l'autre. Il n'y a pas de primauté là-dessus.
La deuxième chose, c'est que le leadership, c'est pas que je vais le distribuer après, puisqu'il est déjà distribué. Quand j'arrive dans l'école, il y a une situation. Et l'idée, c'est aussi bien de me connaître moi que de connaître cette situation, voire de le faire ensemble. Donc, on peut dire, quel est notre leadership dans cette école? Je connais beaucoup de directions là actuellement qui tentent de mobiliser leurs équipes, de les responsabiliser, de les faire participer à des projets. Et puis les personnes en réaction sont plutôt là, non, c'est pas à nous à faire, c'est à vous, direction. Donc, qui délèguent à la direction la responsabilité des actions et qui ne sont pas du tout d'accord d'y participer d'une certaine manière et de se mouiller. Mais cette manière de faire fait partie de la distribution. Je dois la connaître. Là. Comment je vais alors amener ces personnes à agir et à prendre part aux actions là où elles sont maintenant dans mon environnement. L'idée, c'est de me connaître moi et mon environnement, pas l'un puis l'autre. Ça va ensemble. Et à la limite, on peut le faire ensemble, c'est-à-dire quel est le leadership qu'on a dans cette école et quel est le leadership que l'on veut dans cette école. Ok, super intéressant. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la deuxième sous-question? Alors, oui, Bianca. Merci, Roula. Merci pour la présentation, Caroline. J'apprécie aussi la présentation de Marc-André. Je me questionnais en lien avec la façon d'articuler le leadership, pour la façon dont la direction d'établissement ou le gestionnaire articule son leadership dans la situation que tu mentionnes, Caroline. Je me questionnais parce que il y a dans les situations organisationnelles des enjeux, des problématiques de domination, de pouvoir en lien avec les prises de décision, en lien avec les rôles et les statuts des personnes qui sont aussi des enjeux socio-historiques d'iniquité. J'entends peu la place de cette considération-là ou la prise de conscience en lien avec ces enjeux-là en rapport à la situation mentionnée tout à l'heure, dans laquelle le gestionnaire a des implications et perpétue certaines problématiques aussi vécues dans cette situation-là. Je me questionnais à savoir, considérant que le leadership est distribué, donc de fait, qu'il existe, comment est-ce que la direction d'établissement ou le gestionnaire peut être capable d'assurer une réelle distribution équitable auprès de son personnel pour qu'il se mobilise? Parce que l'enjeu mentionné précédemment est entre autres les défis de mobilisation puis de gestion du changement du personnel à l'égard de leur propre empowerment, leur propre façon de se déployer dans l'organisation. Donc, dans les lectures que vous avez faites ou dans ce que vous voyez dans la pratique, la question est quelle est la place de la considération, de la prise de conscience des enjeux de domination en lien avec les pouvoirs et les redistributions des ressources, des prises de décision pour permettre aux personnes de réellement actualiser un leadership distribué pour vrai, je ne sais pas comment dire, concrètement, et que celui-ci soit équitable. Pour répondre, je vais peut-être demander aussi à Marc-André, puisqu'on a passé au tour de parole, de m'aider à cette réponse. Ici, dans le temps du webinaire, alors je ne vais pas creuser, donc l'idée d'aller chercher, je ne sais pas si distribuer, ça veut dire représentativement, équitablement distribuer. C'est le fait, là, que je le veuille ou non, là, que je veux le faire bien ou pas bien. Il y a des gens qui prennent le pouvoir autour de moi. Il y a des gens qui agissent. Il y a des gens qui prennent les cartes. Il y en a qui ne le font pas, qui se retirent. Et le fait, c'est juste de prendre conscience. Là. Et Karine, tout à l'heure, met en évidence la dimension émotionnelle, affective. Tu mets ici en évidence une dimension plus politique, stratégique, des rapports de pouvoir. Ils sont là. Donc, une des cartes qu'on peut aller chercher, voilà, moi je le vois en multimodal là, quand je fais l'exercice, là, je dis on peut garder cognitivement là, qu'est-ce qui est significatif, affectivement, qu'est-ce qui touche, politiquement, stratégiquement, parfois même politiquement, le mot est mal reçu là, mais stratégiquement là, au niveau des pouvoirs, qui prend le pouvoir, quel est le pouvoir, comment j'assois mon pouvoir, quels sont mes leviers pour justement rétablir peut-être une certaine équité dans la distribution ou, je ne sais pas, équité, mais notamment pertinence. Est-ce que c'est les personnes qui ont les compétences et les expertises qui ont la main sur le projet ou au contraire, c'est peut-être la personne qui a le plus d'histoire, de poids et d'influence
autour de lui qui le prend. Donc, est-ce que je vais atteindre mes objectifs si cette personne-là prend le pouvoir du dossier, notamment, ou au contraire, si j'arrive à y mettre des personnes qui ont peut-être plus d'expertise, plus de compétences, mais qui ont peut-être moins de compétences relationnelles pour s'imposer dans le dossier. Voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à réfléchir au quotidien en fonction justement du contexte des situations. On peut regarder au niveau aussi culturel ou des valeurs. Là, c'est parce que pour la question politique, elle touche aussi celle plus éthique. Là, tout le monde doit participer, être sur le même pied d'égalité dans une école. C'est une question qui se relève qui relève d'une certaine importance, surtout aujourd'hui. Donc, de base, logiquement, presque tous les enseignants seront au même pied d'égalité, mais à partir du moment où on fait participer sur des dossiers différents, on met en place un dossier plus de transition numérique. Est-ce que tout le monde va avoir le même mot à dire? Comment je gère tout ça? Voilà, c'est des nouvelles questions là, pour les directions à considérer. Je ne sais pas, Marc. Oui, ce que tu dis, Caroline, c'est effectivement le cas. Moi, ce que je réalise dans tout ça, c'est que ça prend de plus en plus de temps pour réfléchir. L'approche réflexive devient de plus en plus importante pour orienter nos actions et discuter aussi, collaborer. Donc, besoin de temps pour réfléchir, besoin de temps pour collaborer, mais en même temps, l'urgence est de plus en plus présente. Donc, il y a cet affrontement entre la contingence du quotidien, tout ce qui se passe, puis en même temps les besoins qu'on a pour réfléchir à ces questions-là, pour traduire notre réflexion en action concrète, prendre un temps d'arrêt. On dirait que présentement, on a de la difficulté à prendre ce temps d'arrêt-là. Donc, oui, des nouvelles questions, oui, des nouvelles réalités, mais en même temps, peu de temps pour les analyser, collaborer, puis les mettre en action. Est-ce que ça répond, Bianca? Oui, merci à vous deux. Merci. Alors, on continue, Caroline. La parole est à Marc-André. Et aux auditeurs, Marc-André, comme vous souhaitez. Je peux laisser les auditeurs, puis après ça, je pourrais renchérir là, quand il sera question de leadership distribué. Super. Moi, j'ai une question pour toi, Marc-André. Je ne sais pas si dans tes recherches, tu traites la dimension relationnelle dans le leadership distribué. Moi, je m'intéresse beaucoup à cette dimension-là parce que dans le leadership distribué, ce que je viens de comprendre, que c'est distribué à la base, on l'exerce, même si on n'est pas conscient. Mais dans ce leadership distribué, tu es en contact avec d'autres personnes. Alors, la dimension relationnelle, ça prend une place importante, mais comment faire face à cet aspect-là, surtout comme elle vient de le dire, Bianca, surtout qu'on a une certaine autorité. Pourtant, c'est distribué. Bien, c'est pas un domaine que j'ai recherché. Là. Je pense que la professeure Letard a plus d'informations que moi là-dessus. Moi, je peux répondre par la pratique, essentiellement. Moi, je crois qu'effectivement, l'aspect relationnel est incontournable, mais à travers, on parlait tantôt de bienveillance, on parlait tantôt d'humilité. Moi, je répondrais par des actions très pragmatiques, la porte ouverte, l'accessibilité, une facilité d'accès à la direction, un bon vieux cliché, marcher notre école, être présent. Mine de rien, quand on se promène dans notre école, on observe, nos sens sont aux aguets, puis on est capable de voir, sentir, etc., entendre quels sont les besoins que les enseignants, les élèves, même le personnel, les secrétaires, par exemple, ont. Et ça nous permet de remédier à la situation. Et quand un enseignant, un secrétaire, un élève voit qu'on est présent et qu'on répond aux besoins, bien, ça crée ce lien-là, qui est un lien très certainement professionnel, mais qui est un lien de confiance et qui va permettre après ça cette mobilisation-là. Parce que quand les membres de l'équipe école savent qu'on travaille pour eux, bien, eux, après ça, vont être beaucoup plus disposés à être mobilisés pour travailler pour l'organisation, pour l'institution. Donc, pour travailler pour nous. Donc, mais le nous étant le nous, je vous dirais, global, là, avec un N majuscule en tant qu'organisation.
Alors, moi, j'ai pas vraiment de données de recherche, mais à travers les pratiques, je pense que c'est ce qui est de plus éloquent. J'ai déjà vu des directions qui ne sortaient pas de leur bureau et j'en entendais fréquemment parler. Ah, ben lui, il n'est jamais là ou elle n'est jamais là. Elle s'embarque dans son bureau. Elle est toujours en réunion. Bon, même si les réunions sont là pour pouvoir justement régler des problèmes qui sont issus du terrain, bien, je pense que l'équipe école a besoin de voir sa direction se promener et être présente et à l'affût. Merci Marc-André. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire, Caroline, il faut travailler avec son équipe à rendre plus l'équipe consciente de leur leadership distribué aussi, pas juste la direction. C'est un peu ça le jeu, oui, pour les faire. Voilà. Donc, c'est à la fois inviter les directions, être conscient du nous, comme vient de dire Marc-André. C'est quoi le nous dans les organisations scolaires qui, de toute façon, agissent politiquement, émotionnellement, rationnellement, avec toute la dimension de la personne, en fonction de culture, de valeurs, d'idéologie souvent. Donc, c'est aller les chercher là. Donc, c'est à la fois rechercher mon leadership. Alors, question style, parfois, moi, j'ai du mal là avec cette dimension style, cette dénomination style, parce que on sent que les personnes veulent rentrer dans une case. Là. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je suis de ce style-là, de ce style-là? Moi, ce que je dis aux personnes, notamment dans les cours, c'est voilà les styles, voilà les acteurs. Bon, voilà, c'est votre buffet là. Faites votre portrait. Allez chercher peut-être que vous avez 2 caractéristiques, l'authentique, 3 du transformationnel, peu importe le style. Faites votre portrait de leadership qui va évoluer sans doute au cours de votre carrière. Vous n'êtes pas être le même en début de carrière qu'au milieu ou en fin de carrière. Je pourrais inviter un jour mes collègues Marie-Hélène Gay et Brigitte Gagnon parler de la conscience du leadership, comment il évolue là, dans la carrière, s'établit là, dans un certain conformisme, puis une recherche de performance, puis un travail plus collaboratif pour avoir un leadership plus évolutif. Mais déjà de se connaître soi et comment on agit, mais ce jeu dépend aussi du nous, parce que je ne vais pas agir de la même façon dans un contexte que dans un autre, et de faire réfléchir l'équipe aussi, puis c'est quoi le leadership? En tout cas, quels sont nos leviers pour orienter les actions dans le bon sens? On pourrait le résumer comme ça. Et en effet, la direction, elle l'incarne, elle l'endosse, elle le fait vivre, elle le mobilise. Voilà, c'est à la fois c'est interactif, les leaderships. C'est pas seulement ce que je fais, comme je le fais, comme je veux le faire. Ça dépend aussi de mon milieu et des personnes qui m'entourent. Si je suis avec une équipe très, très conformiste, là, qui est rassurée dans les règles, l'ordre, la planification, et que je veux les emmener sur un travail collaboratif émergent qui a peut-être beaucoup de sens pour moi, mais je vais complètement les déstabiliser et les mettre dans un inconfort, les sortir d'une zone de confort de manière trop forte. Donc voilà, c'est pas que je m'adapte, mais comment j'évolue. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi et de la distribution de son leadership pour avancer à la fois comme recherche, comme chercheur, et à la fois comme direction pour agir, et ce, sur des dimensions à la fois. Voilà, je reprends les éléments de Karine, là, plus affectives, émotionnelles, on va toucher les personnes, politiques, stratégiques, éthiques, sur ces différentes dimensions à la fois, je veux dire. Voilà, comme disait Marc-André, ça demande du temps, ça demande de la formation, et en même temps, je dois agir dans le quart de seconde. Donc, voilà, c'est beaucoup plus difficile, en effet, de le travailler. Maintenant, peut-être qu'un recul avec une bonne connaissance de son milieu et de soi permet après d'agir de manière plus cohérente et authentique dans son milieu. C'est une hypothèse. Merci Caroline. Avant de passer la parole à Marc-André, j'aimerais lire un commentaire qui est laissé dans le chat par Michel Boyer. Le leadership ne serait-il pas un phénomène collectif? Et en ce sens,
il ne peut qu'être distribué car il appartient au collectif. En ce sens, une direction ou toute autre actrice ou acteur ne pourrait que prendre part au leadership d'une façon ou d'une autre. Merci Michel. Je laisse la parole à Marc-André. C'est à toi. Bien, ça va recouper un petit peu ce que M. Boyer a dit, puis je veux compléter ce que Mme Letort a dit. Oui, à travers notre carrière, notre leadership évolue, puis on mature à quelque part. Et cette maturité-là bien, vient en fonction de notre conscience de notre leadership, comme on disait tantôt, mais elle vient aussi au contexte dans lequel on évolue. Et le contexte nous fait évoluer en tant que leader. En lisant justement les ouvrages de la professeure Letort, on a travaillé ensemble il y a 7-8 mois dans un cours sur le leadership, mais il était aussi question des archétypes du leadership, donc la culture, par exemple, ou différents objets comme les agendas ou les mœurs. Par exemple, la direction d'école, est-ce qu'elle est accessible via la secrétaire ou n'importe qui peut rentrer dans le bureau? Présentement, dans mon poste, c'est une nouveauté que la direction, la porte est ouverte. Là. Absolument, il fallait passer pour prendre rendez-vous avec la secrétaire. Donc, je pense que ça va donner, travailler sur cette culture-là va donner un nouveau sens au leadership. Donc, en bout de ligne, ce que je voulais dire, c'est tout l'aspect contextuel aussi qui va faire évoluer les leaderships de chacune des personnes. Et en ce sens-là, je pense que le commentaire de M. Boyer est tout à fait juste. Donc, c'est une dynamique. La culture organisationnelle naît de la dynamique entre les personnes. Tu sais, souvent, on se plaint d'une culture, mais en réalité, la culture, c'est nous. On l'alimente, on met du bois dedans là, pour faire brûler ce feu-là. Et une dernière chose aussi, tantôt, quand Mme Letort parlait de devoir agir, puis j'en ai parlé aussi là, de la dichotomie entre agir et réfléchir. Ça prend du courage aussi pour agir, mais aussi, des fois, ça prend autant de courage pour ne pas agir. Parce qu'il y a certaines situations qui sont urgentes pour certains, mais qui ne le sont pas vraiment selon notre regard. Puis ça prend le courage de décider qu'on n'agira pas, puis qu'on va agir plus tard ou d'une autre façon que celle qui est attendue par la culture. Donc, ce leadership-là aussi, c'est capable de faire ce qu'on pourrait dire en anglais un statement, où est-ce qu'on va se dire non, on ne gérera pas de cette façon traditionnelle-là comme on l'a toujours géré, on va le faire de telle autre façon. Donc, ça prend également du courage. Merci beaucoup, Marc-André. En fait, en résumé, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est fort intéressant que le leadership distribué passe d'abord par la conscience de soi, mais plus spécifiquement par la conscience du nous. Ça, c'est très important. Pour avoir accès aussi au webinaire, Karine, ça va être après téléchargé sur le site de l'ADERE. Ça, c'est notre dernier, en fait, webinaire pour cette année. On va commencer à l'automne, on retourne à l'automne. Vous pouvez toujours nous suivre sur LinkedIn et la page Facebook pour toutes les autres nouvelles. Et on termine avec notre président, Alain. Tu as le mot de fin. Écoutez, merci beaucoup. Merci Marc-André, merci Caroline pour votre présentation. Merci Roula pour l'animation du dialogue et de la période de questions. Donc, j'ai assisté à au moins la moitié, mais en petits bouts avec les travaux. Fait que je voulais vous remercier encore. Marc-André, si tu avais 3-4 minutes de disponible encore, je te garderai avec nous pour la suite. Puis pour les autres, je vous remercie beaucoup de votre présence à ce webinaire-là. Puis on espère vous voir dans les prochains. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'avoir des webinaires qui sont interactifs. Donc, votre participation est vraiment précieuse. Merci beaucoup.